3, 2, 1. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hello, salut. Comment ça va? Est-ce qu'il y a du monde? Salut Jade, salut Paupiette, salut Lib, salut Théo. Salut à tous, salut les petits potes. Comment vous allez ce soir? Est-ce que vous êtes prêts pour ce live qui nous attend? Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Ce soir, on va se faire une masterclass photo et un tournoi. Alors, je vous mets la petite image à l'écran. Ça va être l'occasion de vous parler un petit peu plus en détail de mon travail photo au Japon, sur comment réaliser une série photo cinématographique, vous parler un petit peu de mes photos et de vous montrer en détail comment on fait ça dans les logiciels, dans Lightroom, tout ça, comment on fabrique une série photo, comment ça se fait. Bon allez, c'est parti. Alors, ce soir, on va se faire une petite session masterclass où je vais vous apprendre à créer une série photo cinématographique au Japon. Et avant toute chose, je vais commencer par me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Qui je suis? Moi, je suis Aishi, photographe, directeur artistique et réalisateur. C'est-à-dire que je fais de la photo professionnelle et quand je fais de la photo, j'aime bien pas seulement faire de la photo de commande, mais aussi imaginer un projet donc dans sa direction artistique. C'est-à-dire imaginer un projet pour avoir un résultat de la meilleure manière possible et pas seulement prendre de la commande où on me dit fais ci, fais ça. Moi, j'aime bien proposer des idées sur un projet pour amener un résultat. Voilà un petit peu. J'aime bien le voyage, la photographie dans les grands espaces et dans les villes. Cet été, je suis parti en Islande, par exemple, faire un road trip. C'était vraiment fantastique et je publie beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Et aussi, ce que j'ai beaucoup partagé dernièrement, c'est mes photos au Japon, un petit peu de nuit dans un esprit cyberpunk. Je pense que vous êtes nombreux ici à connaître ça, mais pour ceux qui me découvrent, voilà un petit peu les infos. Et pour ceux qui suivent sur YouTube, vous avez toutes les clés pour la suite de la session. Comme je l'ai dit, je suis parti au Japon en 2019 et en 2020, voilà, de décembre à janvier, tranquillement. C'était pour passer le nouvel an. C'est toi sur le gros glaçon? C'est moi sur le gros glaçon, ouais, je vous le remontre. C'est moi sur le gros glaçon. C'est un iceberg. Eh ouais, je peux dire que je suis allé sur un iceberg, les gars. C'est pas mal, hein. Bref, je suis allé au Japon pendant 20 jours. Pendant 20 jours, je suis allé au Japon. Je dis l'année dernière, mais oui, on peut encore dire que c'est l'année dernière, même si je suis parti en 2019 à la base. J'y suis resté jusqu'en 2020, donc on est bon. Mycon dans une autre vie. T'es allé partout, en fait? Non, je suis pas allé partout. J'ai fait quelques voyages, voilà, Afrique, Islande, Japon, Irlande. J'ai fait plein de petits trucs, mais il m'en reste plein de choses à faire. J'ai pas vu le Titanic, non. J'ai pas vu le Titanic. Donc bref, voilà, ça c'est un petit peu ce que j'ai pu faire au Japon dans un esprit cyberpunk, photo de nuit et tout. C'est ce que je partage beaucoup sur les réseaux, mais je fais pas que des choses dans cet univers, mais ça vous présente un petit peu le contexte de ce que j'aime photographier. Avant de commencer cette masterclass, je vais un petit peu vous parler de ViewSonic, donc qui est le sponsor un petit peu Amsterdam. Oui, Amsterdam, c'était très bien. De ViewSonic un petit peu qui est le sponsor de cet événement, de cette masterclass, qui est mon partenaire de stream désormais et qui m'a fourni un moniteur VP3881 que je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a la cam sur l'écran, je vais vous le montrer. Un écran assez fat, assez énorme, puisque c'est un écran 38 pouces avec une dalle IPS. Ouais, incroyable. Incroyable écran. Incroyable. Vive ViewSonic. Et ce qui est génial, si vous ne savez pas, c'est que les dalles UPS... c'est quand même assez fat et sur un écran 38 pouces, c'est quand même assez énorme. Il faut savoir qu'il y a très peu d'écrans au-dessus de 32, 34 pouces qui sont équipés de dalle IPS. Donc là, 38 pouces, c'est assez énorme. Et ce qui est encore plus énorme, c'est qu'il soit homogène. C'est-à-dire que la luminance sur l'ensemble de la dalle soit homogène partout. Sur un écran 38 pouces, c'est un petit peu... Voilà, on ne voit pas ça souvent. Donc là, pour le coup... les tests, hein, c'est certifié, il est assez performant.
et il est capable d'afficher 100% du spectre sRGB pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous partager rapidement une petite vidéo de présentation de cet écran. Hop, comme ça vous allez avoir un petit peu les infos avant qu'on enchaîne. Hop. Et on est parti. With a sleek curved screen and stunning WQHD plus 3840 by 1600 resolution, the ViewSonic VP3881 monitor elevates your viewing experience from flat to Bon, c'est en anglais, hein, je vais commenter par-dessus. Colorful curves are ahead thanks to an expansive 38-inch concave Voilà, comme je le disais, screen 38 and a pouces, factory il est assez calibrated fat. Delta E less than 2 value Delta E, that ça c'est delivers la capacité à incredible reproduire des full-screen couleurs performance et qui n'est pas un and d'écart avec les normes en fait. Donc il a un delta E très petit. 21/9. A frameless screen with ultra-thin bezels and integrated speakers. This monitor delivers amazingly immersive images ideal Vrai for moniteur video quoi. editing, Ouais, là on est sur vraiment quelque chose de professionnel. and color critical applications. With the ability to decode HDR10 video signals, this monitor delivers incredibly detailed video playback. Il est capable d'afficher le HDR10. Pour ceux qui connaissent, c'est pour aller chercher plus de nuances dans les noirs et dans les blancs, dans les hautes lumières. HDCP 2.2 content protection is standard across all ports to provide Ouais, non, c'est secure vraiment un très beau 4K bébé. content playback, streaming and gaming. Hardware calibration is also available with the optional Voilà, après il a un logiciel with good intégré de color calibration accurate si on veut pour command, with calibrer les easy couleurs monitor directement et calibration régulièrement, to c'est important de le faire. maintain color accuracy. In addition to future-proof Mais il arrive displays déjà avec un calibrage d'usine HDMI très performant, il est déjà pré-réglé. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il est USB-C. Là, mon écran, il est juste branché à mon ordinateur avec un câble USB et il recharge et il affiche l'écran en même temps quoi. Voilà un petit peu pour les infos. Revenons à ma petite présentation. Voilà, alors n'hésitez pas à poser des questions. Peut-être que pendant la présentation, j'aurais du mal à y répondre, donc c'est pour ça. Je vous ai pas dit un petit peu le déroulé de la masterclass, mais à la fin, il y aura un petit temps de questions de réponse. On va d'abord faire le déroulé, je vais vous présenter un petit peu mes photos. Ensuite, on ira faire de la mise en pratique dans Lightroom. Et puis, pour terminer, il y aura une petite session de questions-réponses à la fin pour terminer. Ouais, c'est ça, c'est essentiel d'avoir un truc normé avec des couleurs extraordinaires. Et voilà, pour moi qui travaille dans la photo, c'est obligatoire. Il me faut un écran, moi qui fais des tirages photos, qui fais des choses comme ça, il me faut un écran qui soit capable d'afficher les vraies couleurs avec une bonne luminance, tu vois. Là, ce qui est affiché, c'est qu'il peut monter jusqu'à une luminosité de 300 candela du mètre carré. Donc ça, c'est très bien. Voilà, c'est mortel si tu veux aller à fond. Moi, ce que je recommande, c'est de le régler à, par exemple, à 100 candela si tu veux faire de l'impression et tout pour avoir un rendu plus qui va correspondre à du papier. Si tu veux être sur du web, tu peux monter à 120, 150. Enfin voilà, ça, tu peux optimiser en fonction de où est-ce que tu veux aussi publier tes photos. Voilà, après, je vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que c'est pas mon rôle. Je suis pas là pour vous donner tous les détails techniques, mais simplement un petit peu pour vous montrer aussi cet écran du coup que j'ai reçu grâce à mon partenariat avec ViewSonic. Voilà un petit peu les infos. Alors, maintenant, c'est quoi une série photo? Est-ce que dans le chat, si je vous demande c'est quoi une série photo, est-ce que vous avez un petit peu des idées? Qu'est-ce qu'on appelle une série photo, selon vous, d'après vous? Je vous laisse un petit peu le temps de répondre dans le chat. Dites-moi un petit peu vos avis. Salut Void, salut à ceux qui arrivent. Qu'est-ce que c'est pour vous une série photo? Quand on vous dit une série photo, ça vous parle ou pas? Des photos qui ont un lien entre eux, une série de photographies dans le thème univers colorimétrique ou de mise en scène. C'est un album photo avec des photos d'un même endroit. Un ensemble de photos qui raconte une histoire en 7 saisons sur Netflix. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez des bons retours. La série photo, c'est une succession de plusieurs images qui, visualisées en tant qu'ensemble, forment un tout cohérent. C'est-à-dire que c'est pas forcément des photos qui ont été prises au même endroit, au même moment, en même temps, mais qui vont, quand tu vas les regarder, tu vas avoir voilà, la sensation il se passe un truc, de quelque chose qui fait que elle te raconte une histoire et elle fonctionne bien ensemble. La série photo, ça peut marcher, par exemple, tu peux te baser sur la lumière, sur tes cadrages, sur les focales que tu vas utiliser, aussi sur l'ambiance que tu veux retransmettre dans tes images. Et c'est sur ce point-là qu'on va insister aujourd'hui, l'ambiance, puisqu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une série photo cinématographique, les couleurs et le style un petit peu, tu vois. Tu peux retranscrire tout ça dans une série photo. Ce qui peut être bien, c'est que ta série photo, tu peux l'imaginer à l'avance, c'est-à-dire te dire, tiens, je vais travailler comme ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire une série sur ça.
Ou tu peux aussi te dire, bon là j'ai pris pas mal de photos, c'est ce que j'ai pu faire par exemple au Japon certaines fois. Eh bien, quand j'ai une série photo, je prends dans mes archives toutes mes photos et je regarde un petit peu, tiens, quelles sont celles qui vont avoir une cohérence, qui vont se ressembler, qui vont matcher ensemble. Et tu vas pouvoir aussi créer une série photo à partir de ton catalogue et de tes archives. Donc en fait, la série photo, tu peux soit l'imaginer à l'avance, soit te dire, tiens, j'ai ça. Comment je peux créer une série avec tout ça, quoi. Des fois, en fait, tu te rends compte que sans le vouloir, tu as créé une série photo où tu trouves des petites choses. Et après, moi, quand j'étais au Japon, plusieurs fois, je me suis dit, tiens, je vais bosser sur ça. Et après, je regarde mon catalogue et je crée ma série à partir de tout ce que j'ai shooté, tu vois. Tu peux avoir une photo de Venise, une photo de Paris, tant que c'est dans le même style, ça peut faire partie de la même série. Bah voilà, tout dépend, en fait. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est toi qui définis ta série, sur quoi tu veux travailler, ce que tu as voulu montrer un petit peu. Voilà, donc ça peut être très généraliste, la série photo, comme ça peut être très précis, hein. Ça peut être tout simple, ça peut être par exemple, tu te dis, moi ma série photo, elle va être juste composée de photos par exemple en lumière artificielle ou en lumière vive. Tu peux te dire, tiens, là ce qui fait ma série, c'est qu'elles ont toutes été shootées en studio, c'est que des photos avec une lumière particulière, ou alors c'est que des photos qui ont des teintes chaudes, des teintes froides. Enfin, ça peut, voilà, tu peux faire plein de choses aussi en fonction, par exemple, de la météo, si tu as shooté que des photos sous la pluie. Enfin, c'est des trucs à la con comme ça, la focale que tu as utilisée. Voilà un petit peu pour la série photo, comment on la définit, entre guillemets, mais c'est quelque chose d'assez large que tu peux appliquer dans plein de cas, quoi. L'important, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est quand tu fais une série photo, c'est d'avoir une série cohérente, mais aussi de se dire, moi, ce que j'aime faire, en tout cas, c'est que mes photos fonctionnent en série, mais que fonctionnent aussi toutes seules. C'est-à-dire que dans ma série, j'ai envie que mes photos, si j'en prends une et que je l'extrais de la série, eh ben, j'ai quand même envie que la photo puisse fonctionner par elle-même. C'est ça que j'essaye de me dire. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Je vais vous présenter un petit peu mes photos qui composent ma série photo Japan Cinematic Frame, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, qui l'ont peut-être déjà vu passer. Et on va commencer avec cette photo de la fille de Gakushin. Alors je l'ai appelée comme ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je suis arrivé au Japon en décembre 2019, lendemain de Noël, j'étais très content, c'était la première fois que je partais au Japon, j'étais trop heureux. J'étais trop heureux et en fait, voilà, j'ai posé mes affaires à l'hôtel rapidement et tout, dans l'après-midi, le temps que j'arrive et tout, et tranquillement, je suis sorti, j'ai fait ma première sortie dans Tokyo, je suis allé manger un petit morceau, et après j'ai un ramen évidemment, je suis sorti et là, je me retrouve dans une ville à l'autre bout du monde que j'ai toujours voulu voir et je découvre le Japon, je découvre Tokyo et qu'est-ce qui se passe ? Je tombe face à face, nez à nez avec cette jeune fille là et en fait j'en avais plein les yeux, tu sais, t'es comme un gosse qui découvre, qui va au parc pour la première fois, je sais pas, mais je savais plus regarder, j'en avais partout, voilà, c'est Tokyo quoi. Et donc, on commence, et ça, c'est une des premières photos que j'ai prises au Japon, à Tokyo. Cette jeune fille en uniforme, donc j'imagine que c'est de Gakushin, c'est une université très connue pour ceux qui connaissent pas à Tokyo. Et là, c'est un petit peu la photo qui m'a donné envie de créer cette série, l'ambiance qui se dégage et l'atmosphère un petit peu cinématographique, comme j'ai envie de dire, qui est très donc là on va être dans des tons très froids, très très bleutés un petit peu, et ça c'est un peu ma première photo que j'ai prise quand je suis arrivé au Japon. Alors il y en a eu plusieurs, mais c'est vraiment le premier soir à Tokyo, et paf, je sors cette photo, donc moi c'était juste un kiff. Et là en termes de compo, tu vois, on est vraiment sur un truc très pur, on voit pas de visage, on a juste des bokeh en arrière-plan, on a la silhouette et cet uniforme qui raconte plein de choses, tu vois. Et je trouve que tu peux imaginer plein de scènes, parce que ce que j'aime quand on travaille la série cinématographique, c'est qu'on peut s'imaginer vraiment des histoires, tu vois, et c'est ce que j'essaye de retranscrire. Tokyo, c'est un endroit, le Japon plus particulièrement, très peuplé, mais ce que j'ai aimé faire aussi dans cette série cinématographique, c'est essayer de retranscrire des ambiances aussi très, très vides, très, très contemplatives, ou alors en fait t'es dans la ville la plus peuplée du monde, et là tu te retrouves dans des photos sans humains, sans personne. Là on est au Spins Vintage Café, donc à Osaka, un petit peu plus tard. Je me suis posé dans ce café qui était pourtant très, très chaleureux, qui avait très vivant, il y avait une friperie et tout à côté, et ce qui était génial,
c'est qu'en fait, là, j'ai essayé vraiment de retranscrire une ambiance très froide, très sombre, donc voilà, toujours, comme j'aime le dire, cinématographique, et on peut s'imaginer plein de choses, tu vois, il y a personne dans ce café, alors que c'est un lieu vivant et tout, très, très peu de temps avant d'avoir pris cette photo, il y avait du monde dans le café et tout, et là, j'aime vraiment créer cette photo pour essayer de retranscrire un petit peu une ambiance. Voilà, je vais essayer de pas trop regarder le chat pendant la présentation, donc si vous avez des questions, j'y répondrai après, on pourra les reposer et vous pouvez les mettre de côté évidemment. Donc voilà un petit peu les atmosphères que j'essaie de retranscrire dans cette série cinématographique, très, très vide, très pure. Et ensuite, à l'inverse, on arrive dans le Shikatetsu, qui veut dire le métro en japonais, où là on est dans le métro d'Osaka. Métro d'Osaka, et ce que j'ai essayé de montrer, ce que j'aime dans cette photo, ce que ça présente, c'est un petit peu cette sensation de mouvement un peu abstraite, mais qu'on arrive à retrouver des silhouettes et un petit peu un sentiment de quotidien, de rentrer dans le quotidien des Japonais et d'avoir des petits instants de vie, et en même temps de comprendre que tout va très vite et que c'est un peu le cas au Japon, vraiment, quand on arrive au Japon comme ça. Je sais pas si vous êtes allé au Japon, mais c'est vraiment un pays où tout va très vite, ça circule, il y a beaucoup de monde et tout, et on sent cette, voilà, pour les Parisiens, je vous apprends rien, mais on sent ce mouvement perpétuel, et voilà un petit peu ce que j'aime avec cette photo, c'est qu'on a cette sensation de mouvement et qu'on arrive à découvrir un petit peu des visages dans les reflets du métro. On pourrait dire, tiens, c'est juste une photo prise dans le reflet d'une fenêtre, mais en poussant un petit peu, en regardant tous les petits détails, on peut voir un peu plus loin que ça, quoi. Le métro japonais, c'est un délire, je trouve. Ah, mais oui, c'est... Moi, j'ai adoré, parce que bon, je suis pas parisien, hein. Moi, j'habite à Angers, donc on n'a pas ce mode de transport à Angers. Et quand tu vas dans le métro du Japon, bah là, voilà. Ensuite, on est toujours à Osaka. Là, je vais vous montrer un petit peu un ensemble de 3 photos qui ont été prises un petit peu au même moment. Moi, j'aime beaucoup la pluie parce que on peut capturer pas mal de reflets sur le sol, avoir des choses comme ça, surtout de nuit. J'en ai pas eu beaucoup quand j'étais au Japon, mais j'ai quand même réussi à faire quelques séries de photos quand les Japonais ont sorti leur parapluie. C'était assez sympa. Et si je vous montre un petit peu... alors, attendez. Hop, voilà, là on a une série de 3 petites photos qui ont vraiment été prises à un intervalle de 2 minutes, même pas, où on a ces silhouettes, et moi j'adore, tu sais, ce côté très, très silhouette, où tu vois l'arrière-plan un petit peu flouté, tu sais pas trop, mais t'as juste la silhouette, le parapluie, ces hommes en uniforme là, les vélos, le monsieur qui est en train de charger son camion de bière. Enfin, c'est vraiment des petits instants que moi j'ai pris plaisir à capter, et tu vois en fait que j'ai aussi après coup, en regardant mes photos, je me suis dit tiens, mais ça raconte quelque chose, ça marche trop bien ensemble. Et je vous montrerai un petit peu après comment j'ai pu les disposer ou les présenter, par exemple sur mes réseaux. Et je trouve qu'on est vraiment dans des petites scénettes de vie, mais qui fonctionnent très bien et qui peuvent raconter quelque chose. Quand tu regardes, tu as des petits détails partout à regarder. Et j'ai trouvé ça très beau. Voilà, shooter sous la pluie, c'était trop bien. 200 mm, ouais, je shoot à la main sans pied. C'était un objectif un petit peu stabilisé, mais oui, si ça va, si on augmente un petit peu la vitesse, quoique là, c'est par exemple un 320e de seconde, mais ça peut le faire. Donc, on peut shooter au 200 mm, il n'y a pas de souci. Voilà, comme je disais, Shinsaibashi, quartier voilà, d'Osaka, évidemment très grand. Là, on est sous la pluie et voilà, on y est, les reflets sur le sol, tous les petits parapluies, ça circule. Donc là, c'est un quartier très commerçant d'Osaka, beaucoup de lignes droites au Japon, hein, évidemment. Et tu te promènes au milieu de ça, t'as toutes les gens, t'as ces petits... alors, je suis pas sûr que ce soit un taxi, mais il y a beaucoup de taxis et toutes les petites voitures qui roulent, les reflets. Moi, c'était vraiment... incroyable de vivre ça, et tu sais, t'es là, tu shootes plein de petites choses et tout, et c'est après coup aussi que je me rends compte de toute la variété que j'ai dans ces images, de toutes les petites scénettes. Sur le moment, t'as pas trop le temps de regarder, et après, quand tu redécouvres ta photo, quand tu ouvres Lightroom, tu regardes ton logiciel, tu découvres tout ça, quoi. Et quand je parlais de l'absence d'humains, évidemment, là on est à Namba Station à Osaka, station de métro très 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 fréquentée, il y a énormément de monde, et pourtant
Et pourtant, là, voilà, on est en soirée, mais il est pas très tard. Je sors cette petite image de l'entrée de la station avec personne. J'aime beaucoup jouer sur ces contrastes au Japon dans cette série un petit peu cinématique à la fois des endroits avec beaucoup de monde et puis hop, des petits instants de creux sans rien, sans la présence d'humains. Et je trouve que ça raconte beaucoup de choses en fait. Tu peux t'imaginer plein de choses juste avec des petites photos comme ça. Et là, en fait, tu es à l'entrée et ensuite tu rentres dans le métro. Tu rentres dans le métro et là, c'est Châtelet, mais Châtelet x 10. C'est Châtelet, mais Châtelet x 10. Tu peux imaginer plein d'histoires parce que là, t'as plein de personnes, ils ont tous, voilà, ça va au travail, ça rentre du boulot, ça circule et c'est ce que j'aimais beaucoup. Là, tu vois, j'ai shooté vraiment assez vite. Je suis au grand angle et à 1/60 de seconde. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est très lent comme photo. Donc, tu vois, on a un peu de flou de bouger, des trucs comme ça. C'est ce que je voulais qu'on ressente aussi. C'était cet effet de mouvement et de toute de la foule et qui circule parce que là, enfin, c'est en termes de fréquentation, alors là, il y a la gare du Meda qui est en fréquentation, qui a 1 million de personnes par jour qui circulent. Alors là, tu vois, on est à un autre quartier Namba, mais c'est à peu près, voilà, c'est des chiffres comme ça, tu vois, en termes de personnes qui passent dans ce lieu-là tous les jours, c'est juste énorme. Et je trouve que ces petites photos-là de mouvement dans le métro, ça évoque plein de petites choses. On peut s'imaginer plein d'histoires. Et comme je le dis, voilà, c'est ce que j'aime quand on fait de la série photo aussi, c'est essayer de retranscrire des histoires. Ensuite, on arrive au marché couvert. Le marché couvert au Japon, on est toujours à Osaka évidemment. Le marché couvert, c'est quelque chose de... Bah voilà, tu vas au Japon, il faut que tu fasses les petits marchés couverts parce que c'est une petite ambiance. Et quand tu arrives dans le marché... Là j'ai encore rien montré, on découvre un petit peu. C'est l'ambiance et tout, tu vois, tu as le plafond, tu as le toit, tu as toutes les lanternes, l'ambiance du marché. Et puis ensuite, tu arrives là et là, t'as le choix en fait. T'as envie de tout goûter. T'as envie de tout goûter. T'en as partout, dans tous les sens. 500 yens dans le lit, j'ai appelé cette image parce qu'en fait, bah voilà, ça coûte seulement 500 yens, voire moins. Et t'as tout, t'as plein de saveurs. Alors évidemment, moi j'ai goûté des choses, j'ai pris des takoyaki, des choses comme ça, du poulpe. Mais t'as envie de tout goûter, mais tu peux pas. Et c'est juste, t'as plein de saveurs, t'as plein d'odeurs. Et c'est un peu ce que j'essaie de retranscrire aussi avec cette photo, c'est de se dire toutes les ambiances, les odeurs qu'on pourrait ressentir à ce moment-là. Et je trouve que ça fonctionne bien dans l'esprit de cette série de voyage, de déplacement, du cheminement que tu peux avoir quand tu découvres le Japon. Parce que moi, c'était mon premier voyage au Japon. Et c'est vraiment une série qui se construit avec ça, où j'ai à la fois prévu des petites choses, mais je me suis aussi laissé porter. Et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans cette série. Je les présente pas forcément dans l'ordre dans lequel je les ai prises, les photos, mais un petit peu dans un ordre de cheminement de ce qu'on pourrait vivre en allant découvrir le Japon, avec un œil et un regard cinématographique. On est là, on est toujours à Osaka, et puis on a ces petites ruelles très piétonnes au Japon, où en fait t'as les grandes avenues, les grands boulevards avec toutes les voitures, et t'as entre les boulevards, les petites ruelles comme ça, piétonnes, avec tout le temps les côtés des restaurants, des magasins qui laissent toutes leurs affaires à l'extérieur et tout. Il y a pas mal de graffitis aussi sur les murs, parce qu'en fait, le Japon, c'est très, très propre, très pur et tout, mais on a quand même un petit peu de street art, de choses comme ça, vous voyez, qu'on peut voir dans les rues. Et là, tu vois, voilà ce que je disais, c'est pris au même endroit. Et tu tournes juste un petit peu l'angle de vue. Et là, tu te retrouves dans les grandes avenues avec cette sensation de mouvement. Encore une fois, là, c'est shooté au 1/40 de seconde pour avoir quand même une photo qui soit figée, mais que tout ce qui bouge soit en mouvement, et un petit peu cette sensation de filet de la vie qu'on peut retrouver au Japon, vous voyez, avec toutes ces luminaires là, toutes les... Moi, à chaque fois que je les regarde, ça me rappelle plein de souvenirs, évidemment, mais c'était vraiment comment dire, une immersion quand tu arrives là, quand tu arrives au Japon, et que toi, moi, voilà, je suis dans une ville de taille moyenne, voire petite. Là, bon, c'est carrément autre chose, quoi.
on a pareil une petite photo que j'ai prise un petit peu de l'autre. Donc il y a la route qui passe entre les deux. Là, je suis de l'autre côté. Et ce que j'ai essayé de faire en fait dans cette composition un petit peu cinématographique, donc c'est de, vous voyez, on a un petit peu comme si vous regardez un peu les tiers de l'image, on a vraiment le premier tiers de l'image. Je sais pas si vous voyez ma souris ici, c'est ça. Il y a tout le premier tiers de l'image en fait qui est juste les personnes et qui est tout vraiment en bas de l'image, et ensuite on a les hauteurs au-dessus. Et j'aime vraiment un petit peu cette composition en deux tiers, un tiers, tu vois. On a vraiment voilà toute la partie basse où tu as le mouvement, cette sensation, et tu pourrais rester là en fait posé avec un trépied et regarder les gens passer pendant des heures. Ça serait juste, tu découvrais plein d'histoires parce que tout le monde a des petits trucs à raconter. Des fois, je faisais aussi donc là on est sur du grand angle, mais je faisais aussi un petit peu voilà avec mon 200 mm des gros plans sur les gens, des choses comme ça et tout, essayer de capter des instants de vie un petit peu. Donc je trouve ça trop beau tout ce qu'on peut raconter avec ça, quoi. Ensuite, on arrive à Umeda, quartier des affaires, évidemment, pour ceux qui connaissent, très populaire d'Osaka. Il y a la gare d'Umeda. Voilà, quand tu arrives en Shinkansen, tu arrives à Umeda, donc quand tu viens de Tokyo. Voilà, c'est ce que je disais. Ici, c'est 1 million de personnes qui fréquentent le quartier par jour. C'est énorme. C'est énorme. Et là, j'ai voulu un petit peu faire une série qui présente... toujours, alors on est toujours dans la même série, mais ce que j'ai fait dans ce quartier avec des petits gros plans, voilà, sur un passage piéton, sur une silhouette qui passe, là c'est pareil, on peut se dire tiens, qu'est-ce qu'il fait, il rentre du boulot, il va où, il est avec son uniforme. J'aimais beaucoup la lumière qui passait à travers les vitraux comme ça et tout. On a vachement de texture, et ce qui est génial, c'est que voilà, moi je découvrais ça. On a au Japon, on a ces ponts en hauteur, ces passerelles où tu passes avec les buildings en arrière, et ça te fait vraiment des trucs très graphiques, très linéaires. Et en termes de compo, de photos, c'était juste ouf, quoi. C'était juste ouf. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux grandes villes et qui découvre le Japon, moi là, je pouvais m'amuser. Je pense qu'il va falloir que j'y retourne, évidemment, parce que là, j'y suis allé, j'ai fait un premier repérage, j'ai découvert un peu les choses, mais il va falloir que j'y retourne pour faire des nouvelles choses, des idées. Mais on a cette série qui fonctionne très bien. Ensuite, quand on prend un petit peu de la hauteur, j'aime bien, j'ai appelé cette photo Meetup. Pourquoi je l'ai appelée Meetup? Parce qu'en fait, on a cette sensation-là d'avoir ces silhouettes qui se retrouvent, ces amis qui partagent un moment de convivialité ensemble. C'était avant le Covid, évidemment. Et comme ça, qui se retrouvent sur les hauteurs à regarder la ville en arrière-plan. Voilà, le meet-up, la rencontre en haut, j'ai envie de dire. Et je trouvais ça beau, cette photo un petit peu voilà, de ce moment avec les silhouettes et cet arrière-plan sur la ville. Et moi, j'imagine des amis là qui se racontent des anecdotes, des souvenirs et tout en regardant la ville, tu vois, avec pourquoi pas une petite boisson à la main. L'intérêt de la série, c'est essayer de s'imaginer des choses, de se projeter, ce que ça va vous évoquer, vous, quand vous allez voir la photo, quoi vous allez penser. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens quand je vois ça, quoi. Évidemment, quand je fais des expositions, des choses comme ça, j'aime bien parler de mes photos, les présenter, mais souvent, je laisse aussi les gens découvrir les photos et puis se faire déjà un avis, avoir un premier ressenti par eux-mêmes de la série, de la photo, avoir un petit peu imaginer un petit peu l'histoire par eux-mêmes, et ensuite s'ils veulent on en discute, on en parle, je peux donner mon point de vue sur l'image que j'ai voulu montrer, tout ça. Et enfin vous l'avez peut-être vu cette photo sur la couverture de la masterclass. La mer de lumière, Sea of Light. Donc là, on est en haut du Umeda Sky Building. Et puis, voilà, moi, avoir ces points de vue-là, comme je l'ai dit, c'était très nouveau pour moi. J'avais jamais pris de la hauteur comme ça. J'avais jamais eu l'occasion d'être sur des rooftops et d'avoir des vues comme celle-là sur la ville. Et donc là, on est sur une photo, par exemple, prise en longue exposition, donc sur trépied, 3,2 secondes d'exposition. Donc on prend le temps de figer les choses. Pour vraiment ce qui est très compliqué en photo de nuit, c'est de ne pas avoir une photo où il y a trop d'ombre et on ne voit pas les détails, parce que c'est aussi très intéressant dans la photo de nuit, mais c'est très compliqué la photo de nuit, puisque par rapport à une photo de jour, si tes réglages tu merdes un petit truc quand même, tu peux très vite te retrouver avec des endroits très bouchés où tu vois plus rien, quoi.
Et si tu veux les remonter, des fois, bah voilà, tu peux abîmer un petit peu ton image. Et donc là, voilà, cette mer de lumière, c'est un petit peu avec ça que j'ai voulu conclure cette série de photos, parce que tu arrives là et voilà, tu découvres cette ville, donc Osaka, tu vois tout au loin l'arrière-plan, et t'as une vision qui est vraiment, voilà, c'est la mer de lumière. C'est un petit peu ce que j'ai voulu montrer et ce que je voulais vous présenter pour conclure cette petite série de photos. Et oui, il y a la possibilité de faire du bracketing aussi. Enfin voilà, il y a plein de techniques évidemment. Là, l'idée c'est pas d'aller dans tous les techniques, mais de vous présenter un petit peu une série de photos et de montrer un petit peu comment elle a été faite. C'est quoi du bracketing? Bracketing, c'est une technique de photo qui va être, tu vas prendre plusieurs photos avec des expositions différentes, donc sur un trépied, et tu vas les fusionner ensuite. C'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre une photo avec plus d'expositions, donc évidemment, tout ce qui est dans les basses lumières et tout, tu vas mieux les voir, mais toutes les hautes lumières, elles vont peut-être être cramées un petit peu. Tu vas prendre une photo avec une exposition moyenne où tout va être un peu moyen, et tu vas prendre une photo avec une exposition vraiment plus basse, où là tes noirs vont pas être trop débouchés, mais par contre tes hautes lumières seront à la bonne intensité, et tu vas faire des fusions, des choses comme ça, ce qui te permet avec par exemple 3 photos à exposition différente de créer une image qui va avoir de l'exposition à peu près bien. On peut aussi appeler ça par exemple le HDR ou les choses comme ça, mais c'est pas tout à fait pareil. Enfin, ça marche un peu de la même manière, mais tout dépend un petit peu comment tu pousses tes réglages. Mais voilà, bracketing, HDR, tout ça, c'est un petit peu à peu près la même chose. Il y a des appareils photo qui ont cette fonction et qui te le font directement aussi. C'est-à-dire que tu te mets en mode bracketing, tu prends sur trépied, il déclenche tes 3 photos, il se règle, il s'ajuste et il te fait une sortie de photo directement avec tes 3 expositions, et il te sort une photo à peu près correcte normalement en termes d'exposition. Ben là, ce qui est génial avec la longue exposition, c'est que tu peux prendre le temps quand même d'exposer et de te mettre, par exemple, là, tu vois, cette photo, je suis à ISO 100. C'est-à-dire que j'ai 0 bruit, 0 grain dessus. C'est vraiment... c'est nickel, quoi. C'est nickel. Voilà un petit peu. Petite présentation un petit peu de compos qu'on peut faire avec ce genre de photos, parce que là on est sur des photos en format 21/9, en format recadré cinémascope. Et ce que j'aime beaucoup, moi, quand je les ai présentés par exemple sur mes réseaux sociaux, c'est aussi par exemple de les disposer comme ça, de créer des compositions en portrait à partir de 3 images qui vont avoir été prises donc en format cinémascope. Et là tu te retrouves avec des formats 4:5, 4 tiers, tu vois, donc tu peux typiquement encadrer ce genre de choses, faire des choses comme ça et les montrer en portrait avec des images qui restent assez grandes. Et j'aime bien, tu vois, là vraiment dans l'esprit de série, créer des mini-cinettes avec seulement voilà 3 photos, tu les partages, tu les présentes comme ça, et ça peut te raconter quelque chose, ça te raconte une histoire, un moment, et t'es dedans, quoi, avec... Parce que j'aime bien ce que je disais, c'est que j'aime bien quand une photo marche toute seule, mais j'aime bien aussi quand tu fais une présentation et que tu les proposes en ensemble comme ça directement, quoi. Un peu comme quand tu fais une exposition et que tu vas avoir des photos encadrées un petit peu tous côte à côte, et bien tu vas avoir l'effet de masse qui fonctionne, quoi. Tout comme là, en vous les présentant à suivre, vous avez découvert une série et ça a pu vous parler un petit peu. Mise en pratique. Alors, maintenant que je vous ai présenté un petit peu toutes ces photos, je vais vous emmener dans Lightroom. Pour ceux qui ne connaissent pas Lightroom, c'est le logiciel de traitement de retouches que j'utilise pour travailler un petit peu mes images, et où on va ensemble décomposer un petit peu la retouche et le traitement d'une image. Et on est parti. Quand on arrive dans Lightroom, là, ça va être intéressant parce que je vais vous montrer un petit peu ceci. Regardez. Alors là, on a l'écran qui est devant moi. Alors attendez, on va attendre que les follow s'enlèvent. Mais ce qui est génial avec cet écran, là, on va parler un petit peu de l'écran justement, c'est que là, j'ai fait une série de photos cinémascope, donc un rapport 21/9. Un rapport 21/9 d'affichage, et donc c'est le même ratio que l'écran, et donc c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce soir de vous présenter une série cinématographique. C'est parce qu'on est carrément en lien avec cet écran que j'ai reçu de ViewSonic, où on est vraiment sur un format cinémascope. Et ce qui est trop génial, c'est que là, bah voilà, je suis dans Lightroom, je peux travailler mes images vraiment hop, en full screen, si je veux, tu vois, hop, tu vois, je peux me mettre comme ça. Et là, je peux vraiment aller dans mon image
en entièreté quasiment sur l'écran. Enfin, c'est un confort de travail qui est extraordinaire. Et c'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Donc voilà, ouais, c'est assez impressionnant. Et comme j'ai dit, voilà, quand tu es photographe, quand c'est ton travail et tout, c'est important d'avoir des outils adaptés à ce que tu veux faire et à comment tu travailles. Moi, ce qui est génial, c'est que voilà, j'aime beaucoup voilà, travailler ce rapport cinématographique et tout. Bah, c'est juste trop bien d'avoir un écran comme ça pour pouvoir les afficher en plein écran. Et voilà, on est sur du 38 pouces. Donc là, j'ai de quoi voir les choses. J'ai de quoi voir les choses. Ce qui est très bien aussi, on va passer un petit peu en développement. Je vais vous montrer un petit peu le avant-après, avant de vous montrer comment on fait. Je vais vous présenter, donc là voilà, c'est la série, la photo un petit peu qui présente cette série. Et ce qui est génial, alors je vais masquer rapidement la webcam. Ce qui est génial, c'est que si je veux un petit peu faire du travail en regardant ma photo de référence aussi, eh ben je peux le faire. Et j'ai tout en très grand. Alors là, voilà, vous avez un petit peu le avant-après. On va casser un petit peu les codes, donc je vais vous montrer un petit peu comment on obtient ce genre de résultats, en termes de traitement et de retouche. Là, tu vois, je peux même naviguer dans ma photo, zoomer et tout. Enfin, c'est trop bien. Je peux me mettre des photos de référence si je veux les regarder côte à côte. Voilà, j'ai de la place pour travailler. C'est juste parfait. Voilà un petit peu l'avantage aussi de cet écran pour moi qui travaille la photo, c'est que j'ai vraiment la place de faire les choses. C'est pareil, moi je fais beaucoup de vidéos, donc c'est trop bien en vidéo. En vidéo, c'est juste trop bien. Je vais vous montrer un petit peu comment on obtient ce résultat. On va réinitialiser les réglages. On va se mettre comme ça. Voilà, ça c'est ma photo de base. C'est un gros point fort à l'écran. Le rendu des couleurs a l'air grave lourd en plus. Ah mais oui, là, comme je vous l'ai dit au début, je vais vous repasser une vidéo tout à l'heure, mais en termes de couleurs, voilà, il a 100% du spectre sRGB, il affiche juste tout ce qu'il faut. Il affiche juste tout ce qu'il faut. Vous avez la commande ViewSonic si vous allez voir les infos. Qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu quand on arrive sur une photo comme ça? Déjà, pour créer une série photo cinématographique, tout à l'heure on le disait, on parle de cadrage. Moi là, donc j'ai un format de capteur qui n'est pas en 21/9. Ce que j'aime d'abord faire, c'est quand j'ai une photo voilà, que j'ai identifiée, que je trouve qui fonctionne très bien, eh bien je vais la prendre et puis je vais faire un recadrage. Donc moi j'ai un profil là 21/9, donc dans Lightroom il suffit de rentrer un rapport largeur-hauteur personnalisé 21/9, qui est le format 21/9, CinemaScope, le standard. Et puis après, on peut avoir la liberté de déplacer, de zoomer, de focus un petit peu sur une zone. Et tac, là, on vient recadrer et on y est. Moi, là, ce que j'ai fait sur celle-ci, je vais réinitialiser mon recadrage. Je l'avais laissé au centre sur celle-ci, par exemple, pour cette photo. Ensuite, on va essayer un petit peu d'aller mettre une ambiance sur ça. On a des curseurs, voilà, on peut jouer sur la température quand on shoot en haut d'une image. Et vous voyez, on vient très vite changer le rendu d'une image. On vient très vite changer le rendu d'une image en jouant sur la température, la teinte. On peut très vite obtenir un rendu couleur. Alors après, qui est intéressant ou pas, il faut ajuster. Ce qui est génial, c'est que dans Lightroom, on a un outil pipette sélection de la balance des blancs. Et on peut venir choisir une zone, par exemple, qui va nous dire « Tiens, ça c'est mon poids blanc, je veux que tu fasses la balance des blancs sur ça. » Donc là, voilà, bah tiens, il l'a fait et il a ajusté un petit peu mon blanc. Il l'a équilibré. Suivant où on va chercher, si je vais chercher sur du jaune, alors là c'est trop jaune, il faut que j'aille un peu plus sur les côtés, eh bien il va compenser en prenant en compte que ça soit du blanc. Et puis ensuite... vous voyez, ça ajuste en fonction. Alors, ça fait pas forcément des trucs intéressants. Il faut aller chercher au bon endroit. Moi, ce que j'aimais bien, là, quand je suis allé dans mon blanc, c'était intéressant parce qu'il a très vite compris que mon image, elle était un peu froide et il l'a déjà refroidi naturellement. Donc là, on est dans quelque chose d'un petit peu froid. Ensuite, moi, ce que j'aime, comme je disais, dans la série photo, j'essaie d'aller vers des ambiances un petit peu bleues et verdâtres, un petit peu côté Matrix et tout. Donc, je vais pouvoir un petit peu jouer sur ma teinte de l'image. Là, on peut aller dans les roses, on peut aller dans les verts. Alors, encore une fois, il ne faut pas aller trop fort. Moi, je vais y aller tout juste. Là, je vais me mettre à moins 10, par exemple. Donc là, ce que je vais faire dans cette image, c'est que je vais un petit peu... vous voyez là, les noirs, ils sont très contrastés et tout. C'est assez fort. Je vais un petit peu baisser déjà le contraste de mon image. Et on revient sur quelque chose d'un peu plus doux. Ensuite, là, on a nos lumières en arrière-plan et tout.
sur lesquels on peut agir. Vous voyez les hautes lumières, hop, donc dans une photo, en fonction de ce qu'on veut donner, on peut les remonter très hautes ou justement les baisser. Encore une fois, faut y aller à tatillon. Donc moi, là, ce que j'aimerais, c'est les booster un tout petit peu, tu vois. On va monter, là, je me suis mis à aller à plus 25. Donc je remonte un petit peu dans mes hautes lumières pour rééquilibrer un petit peu l'ensemble de mon image, que j'ai pas trop de différence de luminance entre mon arrière-plan et mon moyen plan, là où ma scène espace, tu vois. On est un petit peu plus homogène. Maintenant que j'ai baissé un petit peu mon contraste, en fait, c'est marrant, mais je vais rebaisser un petit peu mes noirs, mais ça va pas agir de la même manière que si j'avais simplement baissé mon noir sans toucher au contraste, parce qu'en fait, le fait d'avoir réduit mon contraste va faire que je vais avoir une différence dans mon noir, et si là, par exemple, je me mets à moins 15, hop, on est là, mais on reste quand même assez plat par rapport à là où c'est très fort, très contrasté, très contrasté, pardon. Donc on reste assez smooth quand même là-dessus. On peut jouer un petit peu avec la texture, la clarté ici. Alors faut faire attention, faut pas aller trop fort dans ces réglages-là, sinon en termes d'image, bon, vous voyez, on vient chercher du détail, mais ça va un petit peu fort, donc faut pas hésiter à en mettre, mais pas trop. Moi par exemple sur ce genre d'image, je me mets à 20 en clarté, mais pas plus. La texture, on pourrait en ajouter, mais là, je vais pas en mettre. Je vais la laisser à 0. Et puis, il y a la correction du voile, là, qui permet aussi de... C'est un outil très particulier qui permet, voilà, si on a de la brume ou des choses comme ça, de l'intensifier ou de la réduire dans une image. Donc moi, là, en termes de réglage sur la correction du voile, hop, je vais monter un tout petit peu. Ensuite, il y a un truc, là, en photo, qui est très, très important. On a les outils de vibrance et de saturation. Quand je compose une image, en fait, c'est un paramètre qui va me permettre de quand même vachement agir sur mon image et de très rapidement lui donner aussi une ambiance plus ou moins intense, quoi. Ce que j'aime bien faire quand je vais dans ce genre de choses, c'est monter la vibrance pour aller rechercher dans les couleurs, tu vois. Par exemple, là, on va se mettre à 55 en vibrance, tu vois. Donc, à mi-chemin, on peut aller jusqu'à 100, mais moi, on va dire qu'on se met à moitié. Et puis, la saturation, on va la baisser un petit peu. On va se mettre à... on va désaturer, mais pas trop. Hop. À moins 20. On va aller jouer avec les courbes. Je sais pas si vous utilisez un petit peu les courbes, s'il y en a qui font de la retouche et tout. C'est un outil qui est très puissant, qui va pareil permettre d'agir. Alors, attendez, je vais mettre 3 points. Donc, sur notre courbe... Je vais zoomer, là, ça va vous parler un petit peu. On a ici nos noirs et ici on a nos blancs. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir mettre un point à chaque... Il y a des petites extrémités là. Donc ici, on va agir vraiment que sur les tons foncés. Ici, sur les tons moyens. Et ici, sur les tons clairs, haute lumière. Et ce qui va permettre, quand on fait varier ce point, de n'affecter que cette zone-là, quoi. Ouais, non, c'est un outil très puissant. Alors, faut faire gaffe, faut pas y aller trop fort, mais on peut faire des très belles choses avec. Donc là, moi, ce que j'avais fait sur cette image, si je regarde les réglages que j'avais mis, j'avais baissé un petit peu mes tons foncés. J'avais aussi baissé un petit peu mes tons moyens pour aplatir l'ensemble et j'avais remonté un petit peu dans les hautes lumières. Voilà, faut faire attention parce que ça peut être très destructif si on va très fort dans ces réglages. Vous voyez, je peux carrément casser mon image. Mais ce qui est bien, c'est que ça, on peut le faire en plus de quand on agit sur les hautes lumières, les choses comme ça. C'est un outil très, très puissant et les courbes, on peut vraiment faire plein de choses. En plus d'aller toucher dans les hautes lumières ou seulement les blancs, on peut aller plus en précision dans certaines zones et dans l'histogramme de notre image. Un truc qui est vraiment bien dans Lightroom, c'est le color grading. Color grading, on a les roues chromatiques ici, là, à gauche. Et on peut jouer avec les tons moyens, pareil, haute lumière, ombre, mais on peut surtout les teinter. C'est-à-dire que là, ici, moi, ce que j'avais fait sur mon image, j'avais mis un petit peu de bleu dans mes ombres. Hop. Faut y aller mollo. Hop. Et tu peux vraiment le choisir avec précision. Parce que si tu... Donc là, je le fais comme ça, mais ensuite, si je clique dessus, je peux vraiment venir agir et rentrer les valeurs moi-même.
Donc j'avais mis un petit peu de bleu un petit peu partout dans mes ombres et dans mes hautes lumières pour teinter un petit peu l'ensemble de mon image. Hop, on peut augmenter un petit peu ça. On va faire pareil dans les hautes lumières où là je m'étais mis comme ça et je m'étais réglé un petit peu dans un bleu aqua. Les tons moyens, je les avais laissés standards. Donc vous voyez là, si je raffiche mon avant-après pour l'instant, on commence déjà à sentir cette ambiance petit à petit qui arrive. Donc en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans Lightroom, c'est que c'est vraiment, on peut prendre le temps de tatillonner un petit peu partout dans tous les petits réglages en venant jouer un petit peu avec les courbes, avec la vibrance, en jouant là sur la température, les hautes lumières. On commence un petit peu à sentir cette ambiance qui arrive, donc un petit peu voilà, cinématographique comme je disais, et il suffit de pas grand chose, juste venir un petit peu rajouter de teinte dans les ombres, des choses comme ça, mais pas trop, faut pas, parce que vous voyez si j'en mets trop ou des choses comme ça, ma pphoto elle devient complètement alors on peut hein, encore une fois il faut essayer d'ajuster au mieux en fonction de ce qu'on veut faire et de ce qu'on a besoin. L'important, moi, ce que j'aime quand je retouche des images, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elles soient cohérentes. C'est-à-dire qu'on puisse toujours y croire et se dire tiens, cette photo, elle fonctionne, elle est cohérente, il n'y a pas de truc qui me choque plus que... Enfin, tu peux avoir elle peut te choquer, mais positivement, mais te dire tiens, l'ensemble est cohérent, les couleurs et tout, il y a un bon équilibre. Moi, c'est ce que j'aime faire. Et ensuite, un petit outil que beaucoup connaissent, je pense, si vous utilisez Lightroom, c'est l'outil d'étalonnage. L'outil d'étalonnage en bas, là, eh bien, on peut jouer un petit peu avec pour agir vraiment sur des teintes d'étalonnage de l'appareil photo. Donc là, on a les oranges, les roses, on a tout ce qui est les verts et les jaunes, et on a tout ce qui est les teals, les bleus cyan et les violets. En fonction de ce qu'on fait, ça étalonne l'ensemble de l'image et donc ça, comment dire, ça modifie le spectre un peu couleur de ton image pour que l'ensemble bouge et soit le point par exemple de bleu primaire, le point de référence il est modifié et donc tout ce qui est autour de ça va être modifié en fonction quoi. Sur cette photo, mon point de référence pour mon rouge primaire, je l'ai un peu plus poussé dans mes oranges. Vous voyez, on voit bien là, et je suis un peu sur un orange un peu presque saumon, et je l'ai remonté, moi je l'avais mis à 45, et là je l'ai rendu un petit peu plus jaune, plus orangé, un petit peu plus chaleureux. Sur mon vert, je m'étais réglé à 60. Ça agit vraiment, enfin, c'est des petits réglages succincts, mais qui font que tout mis bout à bout, on arrive à cet ensemble visuel cohérent, quoi. Et là, pour mon bleu, j'avais je m'étais mis à moins 25. Et si on regarde, on n'est pas trop non plus dans le orange and teal, et on arrive un petit peu à un équilibre de bleu, de vert et d'orange qui est assez cohérent. Et là, quand j'ai fait tout ça, donc vous voyez, bon, il y a quand même pas mal de petits réglages, mais j'ai pas été touché au teinte à teinte. Je suis resté dans des actions à peu près globales. Je suis pas allé genre peindre sur une couleur pour obtenir le rendu que je voulais avoir. Et j'ai fait des actions un peu globales. Et si on regarde, eh bien, on arrive ensuite à ce résultat un petit peu cinématographique qui n'est pas si compliqué que ça à avoir. Ce que je voulais montrer surtout en faisant ça, c'est que, alors, c'est des réglages qui sont propres à cette photo-là. Donc, en fonction de vos photos et tout, il faut ajuster ces réglages évidemment. Mais il faut, en fonction de votre image, de votre réglage de prise de vue, tout ça, faut pas hésiter à venir tâtonner un petit peu dans les ombres, des choses comme ça, à mettre un peu plus de blanc ou de haute lumière, à l'exposition, la remonter si vous voulez. Enfin, c'est des petits trucs. Encore une fois, c'est vous qui faites la photo, vous la faites comme vous voulez. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que très rapidement, on peut, avec des petites actions un petit peu simples, si on va un petit peu chercher, on peut obtenir des rendus vraiment très intéressants. Je vous remonte vite fait un petit peu la webcam. On va aller regarder un petit peu dans mon catalogue.
une fois qu'on a fait un réglage, paramètres de développement, on fait hop, on peut copier les paramètres dans Lightroom. Et ensuite, quand vous voulez travailler en série comme ça, eh bien, vous regardez vos images, vous pouvez faire une petite sélection et vous allez prendre vos photos. Alors attendez, je vais les afficher un petit peu comme ça. Et vous allez regarder votre catalogue. Moi par exemple, c'est ce que j'ai pu faire un petit peu avec cette série photo. Vous allez regarder votre catalogue et vous allez trier un petit peu, dans Lightroom, vous pouvez trier par... vous pouvez mettre des notes, des étoiles, des couleurs exactement. Et puis faire une petite sélection un petit peu de photos qui vous plaisent et tout. Et si vous ne savez pas trop si votre photo elle fonctionne ou pas dans votre série, et bien tout bêtement, ce que vous pouvez faire, c'est... alors je vais le faire en clic droit. Et vous pouvez faire paramètres de développement. Coller les paramètres. Et là, vous allez coller les paramètres que vous avez copiés sur la photo précédente. Et hop, ça s'applique. Alors là, par exemple, cette photo-là, ça ne fonctionne pas forcément parce qu'évidemment, c'est pas la même photo. Je vais vous montrer comment je l'avais retouchée celle-ci pour que vous puissiez voir. Si là, je colle les paramètres, ça marche pas. Mais celle-ci, tu vois, par exemple, moi, je l'avais travaillé un petit peu comme ça. C'est une autre photo. Donc, évidemment, vous voyez, quand on fait des réglages, c'est pas des réglages universels. Il faut toujours ajuster en fonction parce que sinon, vous voyez, là, ça fonctionne pas aussi bien, quoi. Ça fonctionne pas aussi bien, les couleurs et tout. Il faut peut-être ajuster un petit peu, mais ça vous permet peut-être sur certaines photos de très rapidement avoir un aperçu de si votre photo peut fonctionner avec ces réglages de couleurs, si dans votre série elle peut fonctionner. Tu vois, là, il faudrait refroidir un petit peu plus. Faut tâtonner en fonction des images et ce qu'on veut faire. Si je vais sur ça, hop, là, j'applique mes réglages. Bon, c'est pareil, il faut ajuster un petit peu. On est trop bleu, mais en ajustant un petit peu, je vais pouvoir revenir et équilibrer un peu plus ma photo, tu vois. Et là, on revient dans un truc un petit peu plus moi qui me convient, qui me correspond. Après, évidemment, tu viens ajuster les hautes lumières, tout ça, en fonction de ta photo, tout ça. Il faut prendre le temps. Mais tu peux créer un réglage comme ça que tu vas enregistrer dans tes paramètres prédéfinis et ensuite, tu peux l'appliquer. Tu peux aussi l'appliquer sur un ensemble de photos. C'est-à-dire que tu as fait une sélection, tu fais clic droit, paramètres de développement, coller les paramètres, coller sur toutes les photos que tu as sélectionnées et tu vas pouvoir vite fait les regarder et défiler et voir rapidement ce qui fonctionne pas pour créer ta série. Là, je vous montre, vous voyez, en fait, dans une série phono-cinématique, là, on est sur des couleurs vraiment, je vous la présentais tout à l'heure, cette photo. C'est tellement pratique, c'est en vrai. Ah, mais oui, mais c'est trop bien et c'est vraiment l'intérêt de Lightroom. Et ce qui est trop bien, c'est que tu peux prendre une photo, en sélectionner une autre. Par exemple, je prends cette photo-là, je la mets là. Je prends cette photo-là et je peux m'afficher une photo de référence à côté. Tu vois, et là, encore une fois, l'intérêt de l'écran, c'est que je peux m'afficher deux photos en très haute résolution, en grand. Et je peux venir ici, donc par exemple, travailler et j'ai ma photo de référence à côté, tu vois. Je regarde, je fais mes petits traitements et là, tu vois, là, j'ai fait 2 clics sur mon image. Hein. J'ai juste baissé la température et baissé la teinte, j'ai touché à rien d'autre. Là, ma photo, elle est telle qu'elle est. Elle aurait pu être prise comme ça parce que là, je suis en balance des blancs à 3700 à teinte moins 40. C'est un réglage que tu peux faire directement depuis ton appareil photo. Et moi, quand je shootais au Japon, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait beaucoup. C'est que quand je prenais des photos, pour avoir un aperçu un peu visuel de à quoi ça allait pouvoir ressembler, et ben mon appareil photo, je le réglais directement avec une balance des blancs froide, c'est-à-dire que je me réglais à 3300, 3400, 3500 de balance des blancs et je shootais et j'avais tout de suite un aperçu de ma prise de vue avec des couleurs froides. Parce que là, c'est comme ça que j'aime travailler, moi, c'est avec les couleurs froides. Très rapidement, on peut créer ses photos et composer sa série comme ça, rien que par le traitement et par le cadrage. Voilà, c'est pas si sorcier que ça et l'important, ça va être de commencer par sélectionner un petit peu les photos qui vous parlent ou simplement venir appliquer des paramètres sur des photos pour vous voir un petit peu, vous projeter et vous dire ah ouais, là ça fonctionne bien, ça me parle, je vais pouvoir m'en servir dans ma série, tu vois. Cadrer en 21/9, et bah bizarrement, ça n'a pas la même saveur que quand tu cadres en plein pot comme ça. Tu vois, ça fonctionne, mais tu n'as pas la même sensation et le même rendu visuel, tu vois. Après, c'est des choix. Tu peux choisir de rester en plein cadre. Tu peux recadrer. À partir de ça, tu peux aussi faire un portrait en 4/3. Si tu inverses, tu vois, tu dis tiens, moi je voudrais juste prendre ça et me cadrer en portrait. Enfin, tu peux recadrer dans ton image aussi et recomposer tes photos après coup, après prise de vue. Et il ne faut pas hésiter à le faire des fois parce qu'on a des photos, on se dit ah tiens,
c'est con, cette photo, je l'aime bien, mais elle est pas parfaite et tout. Faut pas avoir peur, ça mange pas de pain, c'est pas interdit. Personne vous en voudra de recadrer vos images parce qu'en fait, vous faites comme vous voulez. Et si toi, tu te dis que ton image, eh ben, ce que tu veux montrer, c'est juste ça dans ton image, tu la recadres. Alors là, c'est un peu gros, c'est un peu zoomé violent, mais tu peux montrer tout ce que tu veux, quoi. C'est tout con, en fait. La ville, tu vois, là, elle est comme ça, mais franchement, entre ça et ça, bah, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même rendu, et visuellement, en fait, une image, moi je dis toujours, hein, à la base, je suis graphiste et tout, et bah, les couleurs, l'équilibre et tout ça, l'ambiance, c'est très important dans une image pour favoriser l'histoire qu'elle va raconter, en fait, et comment, quand tu vas tomber dessus, tu vas être intrigué par cette photo, quoi. Comment tu vas voir les choses. Je peux presque la travailler en plein écran si j'enlève tous mes trucs. Donc là, j'ai juste mes réglages à droite, là. Celle-là, en fond d'écran, ça doit si bien donner. Ah, ben oui, en fond d'écran de cet ordinateur, là, laisse tomber. Hein. Et donc, tu peux juste t'éclater. Et moi, là, voilà, j'ai ma photo en plein écran, en plein cadre. C'est juste un petit plaisir de pouvoir travailler comme ça. Donc, je suis très content de ça. Merci beaucoup à Vieux Sanic qui m'a fourni ce très bel écran et d'avoir un petit peu sponsorisé cet événement aujourd'hui. On va passer rapidement à la session questions-réponses. Je regarde un petit peu si j'ai des petites photos à vous montrer avant. Je voulais un petit peu vous montrer des prises de vue un peu comme ça, tu vois, où c'est pareil. Là, on est sur du 200 mm. Et en fait, eh bien, rapidement, hop, je me mets en 21/9 tout de suite, je recadre un petit peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand la ligne de tiers, elle peut par exemple être sur les yeux. Tu vois là, ils font à peu près la même taille. C'est au niveau de la ligne des yeux, c'est assez intéressant en termes de cadrage. Eh bien, je viens faire ça. Je viens refroidir un petit peu mon image. Je viens ajouter un petit peu de vert. Tac. Pas trop. Et déjà, tout de suite, sans faire trop de réglages, on commence à aller un petit peu dans ces ambiances. Ensuite, je rajoute vite fait de la vibrance. Je baisse un peu ma saturation pour équilibrer un petit peu l'ensemble, que ça soit pas trop fort. Et on commence à y aller. Après, tu viens gérer tes hautes lumières et tout, en fonction de ton image. Tu peux jouer sur tes ombres et tout ça, ton noir. Tu peux baisser tes contrastes rapidement. Et là, tu vois, hop, en quelques clics, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais baisser un petit peu plus ma balance des blancs, 3300 par exemple, voilà. Ça, c'est pas trop mal. Comme on dit, on revient là, hop, je joue avec l'étalonnage, je mets un petit peu d'étalonnage. Là, je sais plus à combien j'avais 60. Et là, je me mets à moins 25. Et tu vois, hop, on commence en quelques réglages et tout. Après, il faut pas hésiter. Là, c'est des réglages que j'ai donnés, mais faut pas hésiter à toucher et à voir un petit peu ce que ça peut donner pour avoir autre chose. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce que je veux te montrer, c'est que la retouche, c'est pas sorcier, faut pas avoir peur de toucher et tout. Par contre, il faut bien prendre le temps de tâtonner les réglages et tout pour trouver le bon équilibre, pour que visuellement, eh ben, tes couleurs elles soient très harmonieuses. Parce que c'est très important l'harmonie des couleurs, que par exemple, tu sais bien que le jaune, ça contraste bien avec le bleu, le orange jaune avec le bleu et tout. Eh bien, trouver les bons équilibres pour que ton image soit harmonieuse et que ton ensemble soit cohérent. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour ça aujourd'hui sur cette session de traitement d'image. Jade qui a relevé une question de Copo. Justement, j'avais une question. Est-ce que tu as besoin de l'autorisation de la fille pour la photo, ta première photo? Question d'autorisation. Eh bien, en fait, les photos dans la rue, surtout si tu montres pas les visages, t'es assez libre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vraiment faire ce que tu veux en termes de prendre en photo les gens. Si tu montres pas leur visage, on peut pas les reconnaître. Ensuite, dans la photo de rue, c'est assez bizarre en photo. C'est que s'il y a plus de 12 personnes sur la photo, c'est considéré comme de la photo de foule et tout. Alors c'est toujours très compliqué les droits, mais faut faire toujours très attention. Évidemment, quand tu prends les gens, si tu veux en faire des tirages ou des choses comme ça, c'est bien d'avoir leur autorisation. Après, c'est très différent si tu es dans une optique de documentaire sur documenter la vie des gens. Enfin, voilà. La question des droits, c'est assez délicat, mais tu peux quand même la photo. Je sais que j'ai pas le texte de loi en tête, mais il y a un truc qui dit que tu peux quand même le faire faire les prises de vue. Après, en termes d'utilisation, il faut faire attention, faut vérifier. Si tu veux vendre tes tirages et tout avec la tête des gens, eh bien, il faut avoir l'autorisation, des choses comme ça, tu vois. Donc, il y a des petites normes, on peut pas faire n'importe quoi non plus. C'est un écran qui coûte en ce moment il est à 1200, 1300 €. Mais la gamme ViewSonic, c'est pas que cet écran évidemment.
Je vais vous afficher le site internet à l'écran pour vous montrer un petit peu. Mais la gamme ViewSonic, il y a plein d'écrans. Là, on est sur la gamme Color Pro, mais ils ont aussi des écrans pour le gaming. Voilà, là on est sur la gamme ViewSonic Color et tu vois il y a plein d'écrans, donc moi je vais avoir celui-là là, qui est derrière, qui est le plus grand, le 38 pouces, mais tu as des plus petits moniteurs et tout. Mais ce qui est génial dans la gamme Color Pro, c'est la dalle IPS, tout ça, l'affichage de couleurs. Et pour un créatif, quelqu'un qui fait de la photo, de la vidéo comme moi, ça en termes d'outils professionnels, c'est vraiment très bien. Et le côté incurvé, moi c'est génial parce que ce qui est trop bien avec cet écran, c'est que comme donc ce qui est prévu, c'est qu'il soit à une distance de 70 cm à peu près de l'œil. Comme il est incurvé, il se rapproche vers moi. Et ben en fait, quand tu as un écran tout plat qui est à 70 cm de toi, bah, le centre il est à 70 cm. Mais les côtés, du coup, ils sont un peu plus loin parce que la distance avec ton œil, évidemment, avec l'appareil, ça s'éloigne. Là, le fait que ça soit incurvé fait qu'en fait, quand tu es en face à 70 cm, tu as une distance en fait qui est parfaite de partout. En fait, c'est une incurvation prévue pour que tu as la sensation vraiment d'immersion et d'être dedans et que la distance au niveau de tes yeux soit tout le temps la même entre le centre de l'écran et les angles. Tu n'utilises que celui-là maintenant pour tes boulots, tu calibres souvent les écrans du coup. Oui, alors c'est mon écran principal et tout. Là, ce qui est bien, c'est qu'il est pré-calibré quand il arrive. Donc moi, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas refait le calibrage. Et il a donc des profils préfaits. Et il a un logiciel de calibration interne. Il te faut juste une sonde, par exemple X-Rite, qu'ils ont fait ça avec X-Rite, où tu peux le calibrer, l'étalonnage de l'écran. Un écran, tu le calibres, allez, si t'es pro, si t'es en agence et tout, on dit qu'il faut le faire toutes les 2 semaines. Après, si toi tu le fais qu'une fois, 2 fois, une fois tous les 2 mois, enfin, c'est pas. Voilà, pour un pro, on dit que c'est bien de le faire régulièrement. Après, l'écran, il se décalibre pas non plus en permanence, tu vois. Tu as le temps quand même. C'est-à-dire que tu peux vraiment te fier à ton écran pour te dire là, je dois travailler, je dois choisir une couleur. Tu sais que ton écran, s'il est talonné, eh ben, tu pourras pas te tromper. Si ton client te dit ah ouais le bleu et tout, enfin toi tu sais que le bleu, si tu compares et tout, tu as la bonne référence couleur, et ça c'est très important, notamment quand tu es pro et que tu as ce genre sur certains boulots où c'est très important d'avoir une couleur bien précise. Et ben c'est important d'avoir un écran qui peut reproduire cette fidélité des couleurs, quoi. T'as beaucoup de commandes ou quoi en ce moment? Énormément. je suis pas mal débordé. Là, juste à côté de moi, là-bas, là. Je vais pas vous le montrer, mais j'ai un studio photo d'installer qui est monté. Je suis en train de shooter des produits, de faire des choses comme ça. Ça me prend pas mal de temps. J'ai d'autres projets qui arrivent en cours. Mais voilà, je suis content parce que je me suis lancé en freelance cette année et je suis assez bien occupé. Donc j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Cette série photo, elle a été présentée par Fubiz notamment. C'est un média, c'est l'un des plus gros médias créatifs au monde. Et je suis très content parce qu'ils m'ont contacté, ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire un article sur cette série de photos. Donc, vous voyez, elle a été partagée sur plusieurs séries, sur plusieurs sites et sur médias. Donc, c'est une série quand même qui a un peu, j'ai envie de dire, fait ses preuves parce que elle a été remarquée, elle a plu. Et même sur Behance, c'est un de mes projets les plus vus, les plus regardés parce que j'ai été mis en avant avec Adobe, avec cette série de photos et tout. Donc, enfin, voilà, c'est une série de photos qui a un petit peu voyagé déjà. Ne serait-ce qu'elle m'a fait voyager pour la prendre, mais ensuite elle a eu des belles retombées, donc je suis assez content de vous la présenter aujourd'hui et de vous en parler un petit peu parce que c'est un petit coup de cœur cette série quand même. J'ai eu beaucoup de retours dessus, donc c'est bien de pouvoir prendre le temps d'en parler et de discuter avec vous autour de ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les séries photos? Bah, c'est faire ce genre de choses aussi, c'est de créer une série un petit peu. Cette série cinématographique, je l'avais pas trop pensé à la base, mais en fait, c'est en faisant mes traitements et tout, là, comme je vous l'ai dit, en faisant cette première photo de la fille de Yakushin, là, la toute première que je vous ai montrée, où là je me suis dit, ah putain, mais j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire, j'ai envie de créer quelque chose autour de ça, tu vois. Il y a aussi évidemment la photo cyberpunk que j'aurais pu vous en parler, mais je vous en ai pas parlé ce soir, c'était pas le sujet. Mais la photo cyberpunk, parce que là on n'était pas sur la même chose. Je fais beaucoup de photos de nuit, un peu dans des teintes violet, rose, tout ça. Là on était dans un autre esprit, et c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est qu'en photo, il n'y a pas une seule manière de faire, il y a plein de manières de faire. C'est pas parce qu'un jour tu fais des photos bleues et roses que demain tu peux pas faire des photos en vert ou inversement. Faut rester libre de ce que tu as envie de faire et toujours avoir envie d'expérimenter, pas avoir peur, parce que c'est ça la photo, c'est de l'expérimentation, de l'envie et se faire plaisir. Voilà, là on est sur mon Behance. Il y a cette série là qui a bien fonctionné, la dernière que j'ai postée, qui a par exemple été une série de photos
que j'ai prise à Angers, à mon retour du Japon, que j'ai exposé. J'ai fait une expo. Voilà, il y en a ici dans le chat, je sais que vous l'avez vu. Où là, bah, c'est marrant, c'est que c'est une série de photos que j'aime beaucoup parce que je l'ai prise à mon retour du Japon. Je me suis inspiré du Japon pour la faire avec tout ce que j'ai vu là-bas, tout ce que j'ai shooté. J'ai appris des choses en voyant le Japon. Évidemment, quand tu reviens dans ta ville, tu la photographies différemment. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, essayer de montrer un point de vue différent. Et voilà, ça, c'est un de mes derniers projets Behance. Et j'ai exposé ça. Et j'ai eu des très bons retours sur cette expo. Je suis très content. Ça a beaucoup plu. Je l'ai posté sur Behance. Le lendemain, c'était dans le Best of Behance. Donc ça veut dire que, mine de rien, ça a été apprécié. C'est apprécié. À la fin, il y a des petites photos de l'expo. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, il y a des petits aperçus de la photo. Il y a même Paul qui est dans le chat, qui est sur la photo. Je crois qu'il, si je zoome, on devrait le voir. Il est dans. Je crois que Paul, il est par là. Là, il est dans le fond. Voilà. Donc ça, c'est une série de photos que j'ai kiffé faire et c'est très marrant de présenter la France après avoir du coup repartagé beaucoup du Japon. Et on se rend compte que même dans une petite ville à Angers, on peut réussir à faire des choses, on peut réussir à montrer des trucs. Voilà, voilà un petit peu. Je vais vous montrer rapidement aussi l'Islande. Parce qu'en Islande, j'ai essayé, voilà, avec des photos de jour, de retranscrire ces ambiances cyberpunk que j'aime créer, montrer, créer ces univers. Et donc, je l'ai pu le faire aussi en Islande, vous voyez. Donc là, avec cette église, là, Boudir, qui est très connue, mais j'ai essayé de le faire à ma sauce. Voilà, on essaye de prendre des lieux qui ont été vus plusieurs fois et de les retranscrire. Ton métier, c'est exceptionnel, ça te permet de voyager, de faire un peu plaisir sur les couleurs, c'est génial, ouais, c'est trop bien. Alors, le Japon, j'y suis allé de manière personnelle, c'est moi qui ai financé ce voyage. Après, ce qui est bien, c'est que j'essaye avec ça de pouvoir, alors c'est pas encore le cas, mais petit à petit de pouvoir vivre de ces choses-là à travers des expositions, de la vente de tirages. Bientôt il y aura une boutique en ligne où vous pourrez acheter mes tirages et tout, et l'idée c'est que quand je fasse des voyages ou des choses comme ça, que je puisse les amortir et peut-être pourquoi pas un jour réussir à vivre du voyage en créant du contenu autour de tout ça, en ramenant des photos, en faisant des expositions, en proposant de la vente de tirages. Et c'est quelque chose que j'ai envie de développer. J'y suis pas encore, mais j'ai envie de dire, ça va y venir, croyez-moi, il faut être patient, avoir des ambitions et il ne faut pas avoir peur. Et je vous montre rapidement la vidéo du projecteur qui est à gagner ce soir. Voilà un petit projecteur portable mini qui sera à gagner tout à l'heure d'une valeur de 160 €. Il est vraiment trop chouette. Il est intégré d'une enceinte JBL, donc il fait le son aussi. Il tient dans la poche, enfin voilà, c'est trop cool. Autonomie de 2,4 heures, donc vous pouvez pas regarder de Justice League, mais presque. Donc ça sera à gagner tout à l'heure. Comme vous le savez, c'est ViewSonic qui a sponsorisé cet événement aujourd'hui et qui me fournit un écran VP3881. Donc comme je vous l'ai dit, cet écran il a une résolution de 3840 par 1600. Si on regarde là le rapport 16/9 d'un Full HD, bah là vous l'agrandissez en 21/9 et ensuite vous l'agrandissez encore pour faire cette WQHD+. Qui est juste incroyable. J'en parlais tout à l'heure, le Delta E. Delta E très important. La fidélité des couleurs et être sûr d'avoir la bonne couleur affichée à l'écran. Pour vraiment avoir les couleurs de référence quand on travaille, c'est très important. 99% du sRGB, mais même les tests, avec les tests, il est même au-dessus il est vraiment à 100%. Il peut même aller plus loin avec le Adobe RGB. Adobe RGB, c'est un autre spectre, plus pour de l'impression qui ne peut pas être affiché forcément sur tous les écrans. Là, il peut le faire. Il est à 75% du Adobe RGB. HDR10, voilà, pour aller chercher plus loin dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Ça, c'est très bien. Le multitask, c'est un écran. Vous pouvez mettre des fenêtres ou même plusieurs entrées HDMI et les séparer en deux sur votre écran. C'est-à-dire que si je veux avoir une source ordinateur portable, une source ordinateur fixe sur le même écran, je peux
et les splitter. Et l'écran fait tout de suite la différence, ou même les fenêtres, il va automatiquement me les ajuster et me les splitter pour pouvoir avoir tout à l'écran. J'adore cette fonction, c'est juste trop bien parce que quand tu as un écran comme ça, t'as pas forcément besoin d'un autre écran à côté. Moi je le fais avec le stream et tout ça, même pour les jeux, pour les mettre sur un écran 16:9. Mais sinon, c'est juste trop bien de pouvoir avoir le task split. Parce que, tu vois, moi je mets un écran en USB-C, je mets un autre en HDMI. Je peux mettre les deux côte à côte sur mon écran. Tu vois, et c'est mortel. Je pouvais pas vous le montrer là pendant le live parce qu'avec le stream, comme je capture le retour de l'écran, comme ça passe par deux sources, vous auriez pas vu à l'écran. Mais ça fonctionne très bien et c'est juste très très chouette. Voilà, j'espère que cette session masterclass vous a plu. Dites-le moi dans le chat là si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous êtes content. Évidemment, ça sera disponible en rediffusion sur YouTube prochainement pour que vous puissiez le revoir et le partager si vous voulez à vos amis pour dire tiens, regarde ça, c'était génial, on a appris plein de choses. Merci d'avoir suivi cette masterclass. Merci à ViewSonic évidemment, pardon, juste là, qui est le sponsor de cet événement. Et on se retrouve tout à l'heure, dans quelques minutes, pour le tournoi Mario Kart. Ne partez pas. Tournoi à 21h. Moi, je reviens d'ici 10 minutes. À toutes! 3, 2, 1. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.